10 coups d'État en l'espace de 5 années seulement. Imaginez ce chiffre, pas sur une demi-siècle ni une génération, mais sur une poignée d'années. Mali, Burkina Faso, Guinée, Niger, Gabon, Soudan, Tchad et tant d'autres tentatives étouffées sans bruit, loin des projecteurs. Voilà le raz-de-marée qui secoue l'Afrique francophone. Mais au-delà de ces ruptures politiques, il y a une histoire plus profonde, une onde de choc qui traverse le continent. Un malaise, un cri, une remise en question existentielle. À chaque putsch, les mêmes analyses reviennent inlassablement. On nous parle de l'instabilité africaine, de l'échec chronique de la démocratie, comme s'il s'agissait d'une malédiction gravée dans la chair du continent. On répète sur tous les plateaux que le pouvoir civil n'a jamais su s'enraciner ici, que les urnes ne font que passer la main d'un clan à un autre sans jamais rien transformer en profondeur. Mais dans ce concert de jugements, une question essentielle, presque taboue, n'est jamais vraiment posée. La démocratie, l'Afrique l'a-t-elle vraiment vue, vécue dans sa vérité ? Prenons un instant pour examiner ce mot, démocratie. Pour beaucoup, il évoque l'image d'élections libres, de débats animés, de justice impartiale. Pourtant, si l'on gratte la surface, ce que l'on a souvent appelé ici démocratie n'a été dans les faits qu'une vitrine. Des élections à date fixe, organisées sous le regard attentif d'observateurs venus d'ailleurs. Un peuple appelé à voter, mais dont la souveraineté réelle reste hors de portée. Les visages changent, mais les règles du jeu, elles, sont écrites loin des villages, loin des villes africaines, dans des capitales étrangères. 10 coups d'État en 5 années, ce n'est pas seulement un rejet d'un système politique, c'est le refus pur et simple de jouer dans une pièce dont le texte a été écrit sans les peuples africains. Accepter cette démocratie d'apparence, c'est risquer de perdre à jamais la chance d'un véritable changement. C'est s'enfermer dans la dépendance, la frustration, l'impuissance. C'est regarder, année après année, chaque nouvel espoir s'effriter, chaque promesse se dissoudre. Alors, l'Afrique échoue-t-elle vraiment à la démocratie ? Ou bien est-ce le système importé, vidé de sens, qui n'a jamais voulu rendre dignité, voix et ressources aux Africains ? Pour comprendre ce piège, il faut oser revisiter l'histoire de cette démocratie imposée. Car c'est là, dans les racines, que commence la vraie explication. Revenons à la fin de la période coloniale. Les puissances européennes, pressées de quitter officiellement leurs colonies, ont importé des modèles institutionnels, souvent copiés-collés de ceux en vigueur à Paris, Londres ou Bruxelles. Mais ces modèles avaient-ils une chance de s'enraciner dans le terreau africain ? Regardons l'exemple du Mali après l'indépendance. Dès les années 60, Modibo Keïta tente de bâtir un État souverain, mais il se heurte aux pressions extérieures, à l'héritage d'une économie extravertie, tournée vers l'exportation de matières premières. Rapidement, la jeune démocratie vacille, minée par les ingérences et les difficultés économiques. L'histoire se répète au Burkina Faso avec Thomas Sankara qui paiera de sa vie sa volonté de rupture. La leçon est amère. Sans contrôle sur ses ressources, sans liberté de choisir ses partenaires, la souveraineté reste un mirage. Nous avons voté, encore et encore, mais derrière chaque urne, une question obsédante. Qui décide vraiment du destin du pays ? Notre voix a-t-elle un poids sur notre avenir, ou n'est-ce qu'une illusion soigneusement entretenue ? Depuis des générations, l'Afrique a organisé des élections sous la surveillance d'observateurs étrangers, souvent issus des anciennes puissances coloniales. Ces scrutins étaient présentés comme la preuve ultime de la démocratie. Mais en coulisses, ils obéissaient à des calendriers et des règles conçues hors du continent, puis imposées et validées par des acteurs extérieurs. On pense par exemple à la Côte d'Ivoire, où de nombreuses élections se sont déroulées sous la haute surveillance de la communauté internationale, parfois au prix de crises prolongées. À chaque élection, un président proclamé vainqueur célébrait son triomphe au nom du peuple. Mais dès la prise de fonction, il devait composer avec des injonctions extérieures, souvent prioritaires sur les attentes de ses propres citoyens. L'exemple du Niger est trop frappant. Alors que le pays regorge d'uranium, ressource stratégique, la majorité de la population vit dans la pauvreté car les contrats sont négociés à l'étranger et les recettes profitent bon d'abord à des sociétés étrangères. Dans l'ombre, nos richesses naturelles, or, pétrole, coton, uranium, étaient extraites puis expédiées, enrichissant d'autres pays. Les dettes publiques se sont accumulées, étranglant les économies nationales, limitant tout espoir de développement autonome. L'exemple du Ghana, régulièrement cité comme modèle démocratique, illustre ce paradoxe. Malgré des alternances politiques saluées, la dépendance à l'exportation de cacao et d'or et les fluctuations des cours mondiaux rendent le pays vulnérable aux chocs extérieurs.
La jeunesse privée de perspective quitte la terre de ses ancêtres, poussée à migrer pour chercher ailleurs ce que sa patrie ne peut offrir. On estime que chaque année, des dizaines de milliers de jeunes Africains tentent leur chance vers l'Europe ou d'autres continents, au prix de sacrifices et de dangers immenses. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dès les années 80, on assistait déjà à des vagues de départ, preuve que le malaise est profond et ancien. Les élections se succédaient, les bulletins de vote s'accumulaient, mais les décisions majeures se prenaient dans des bureaux lointains, où la voix du peuple africain était à peine entendue. Ce qui était présenté comme un choix démocratique n'était, pour la majorité, qu'un rituel vidé de sens. Regardons le cas du Togo. Malgré des décennies d'élections, la famille Gnassingbé est restée au pouvoir, avec le soutien discret mais réel d'acteurs extérieurs, illustrant la difficulté de changer le système par les seules urnes. La démocratie importée ressemblait à une pièce de théâtre dont le texte était écrit ailleurs pour d'autres intérêts. Pour beaucoup, elle n'apportait ni pouvoir, ni dignité, ni contrôle sur les richesses nationales. Le Nigeria, géant du continent, exporte chaque jour des millions de barils de pétrole, mais une grande partie de la population vit toujours sans accès à l'électricité ou à l'eau potable. Où va la richesse produite? Qui en décide? Rester enfermé dans cette façade démocratique, c'était accepter année après année que nos ressources soient détournées, notre avenir confisqué. C'était voir le cycle de la frustration, de la dépendance et de l'impuissance collective se répéter sans fin. Les mêmes causes produisent pour les mêmes effets. La pauvreté persiste, la colère gronde, la stabilité reste un vœu pieux. Mais ce qui a véritablement sapé la confiance, ce n'est pas seulement la mécanique du vote, c'est l'érosion profonde de la légitimité. Les citoyens ont fini par comprendre que leur sort se décidait ailleurs, loin de leur volonté. À la longue, ce sentiment d'impuissance engendre la défiance, puis la rupture. Face à ce désaveu, une question brûle toutes les lèvres. Comment redonner sens à la démocratie et rendre la souveraineté réelle? La vague récente de coups d'État en Afrique s'inscrit dans cette quête de dignité, d'autodétermination. C'est un cri pour exiger que les règles du jeu soient enfin écrites ici, par et pour les Africains. Peut-on encore parler de démocratie lorsque nos choix se réduisent à appliquer des consignes venues d'ailleurs? Ce doute n'est pas abstrait, il mine la confiance et alimente une colère sourde dans de nombreux pays africains aujourd'hui. Au Cameroun, par exemple, malgré la longévité du pouvoir, beaucoup de citoyens expriment un sentiment de déconnexion entre leurs aspirations et les politiques publiques. Sans souveraineté, le pouvoir politique n'est qu'une illusion. Lorsqu'un État ne maîtrise ni ses ressources, ni ses alliances, ni même la sécurité de ses frontières, il perd la main sur son avenir. Trop souvent, les décisions majeures, économiques, monétaires, sécuritaires, sont dictées depuis des capitales étrangères loin des réalités locales. On se rappelle du franc CFA, dont la convertibilité et la gestion sont décidées à Paris, privant plusieurs pays africains de leviers monétaires essentiels pour leur développement. Dans ce climat, les institutions nationales perdent leur légitimité. Elles apparaissent comme de simples exécutants, plus attentifs aux exigences des bailleurs qu'aux besoins des citoyens. Comment croire à la parole d'un président ou d'un parlement si leurs marges de manœuvre sont limitées par des créanciers et des partenaires puissants? Peu à peu, la confiance s'érode, l'autorité vacille et l'espoir s'amenuise. Ce sentiment d'impuissance engendre une frustration profonde. Les citoyens voient bien que, malgré les élections régulières, les politiques ne changent jamais vraiment. Les richesses naturelles continuent de filer à l'étranger, la pauvreté s'enracine, la dette enfle, la sécurité demeure fragile. À force d'attendre en vain, beaucoup finissent par douter du système tout entier. En République centrafricaine, par exemple, la population dénonce régulièrement l'absence de retombées concrètes des contrats miniers signés avec l'extérieur. La jeunesse, surtout, vit cette situation comme une humiliation. Plus instruite et connectée que jamais grâce au numérique, elle rêve d'innover, de bâtir, de s'engager. Mais sur le terrain, elle fait face à un marché du travail saturé, à l'absence de perspective et à la sensation de rester éternellement à l'écart. Cette frustration se traduit parfois par des mouvements de contestation, comme ceux observés au Sénégal en 2021, où la jeunesse est descendue massivement dans la rue pour exiger plus de justice et d'opportunités. L'exclusion se mue en colère, surtout en réalisant que les obstacles ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un modèle imposé de l'extérieur. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, servent de caisse de résonance à cette colère. Les hashtags comme Free Sénégal ou Tournons la page témoignent de la volonté de rupture et de la recherche d'un nouveau contrat social. La façade démocratique prend alors des allures de décor vide.
On célèbre les scrutins, on proclame la stabilité, mais pour la majorité, rien ne bouge. Quand la participation politique ne change rien, la tentation de rupture s'installe. Pour beaucoup, il ne s'agit plus de choisir entre démocratie et dictature, mais entre l'immobilisme et la reprise en main du destin collectif. Fermer les yeux sur cette perte de souveraineté, c'est accepter le risque d'une instabilité chronique. Plus la défiance s'installe, plus le fossé se creuse entre gouvernants et gouvernés, surtout chez les jeunes qui refusent de voir leur avenir leur échapper. À chaque crise, à chaque coup de force, c'est la foi même dans le projet démocratique qui se fissure. On ne peut plus répéter les vieux schémas en espérant des miracles. Il faut oser poser la question qui dérange. Comment reconstruire une démocratie vraiment africaine, capable de restaurer souveraineté, dignité et responsabilité? Mais à quoi pourrait ressembler une telle démocratie, enracinée dans les réalités africaines? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre comment ce modèle imposé s'est installé, et pourquoi il continue de résister. Le véritable clivage ne se situe pas entre civils et militaires, mais entre illusion et responsabilité. Prenons l'exemple du Ghana ou du Bénin, deux pays souvent cités comme des succès électoraux. Pourtant, même là, la question de la souveraineté économique et monétaire reste entière. Les alternances même politiques existent, mais les fondamentaux économiques restent fragiles, dépendant des cours mondiaux et des institutions financières internationales. Depuis des dizaines d'années, l'Afrique a enchaîné les élections comme autant de promesses de progrès. Pourtant, la stabilité et la prospérité attendues n'ont jamais vraiment suivi. Les urnes se sont multipliées, mais la vie de la majorité n'a guère changé. Pour preuve, au Burkina Faso, malgré plusieurs alternances, la crise sécuritaire s'est aggravée, poussant des millions de personnes à quitter leur village. Ce modèle démocratique importé, pensé à des milliers de kilomètres des réalités africaines, a révélé ses failles. Il s'est enfermé dans des rituels creux où le peuple vote sans jamais décider véritablement. À chaque scrutin sans souveraineté, la frustration s'accumule, l'attente de liberté s'éternise. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, la plus vaste et la plus vibrante du continent, se lève. Elle réclame des réponses concrètes, de la dignité et surtout des résultats palpables. Elle refuse désormais les promesses creuses et exige une démocratie qui lui ressemble et lui appartient. Des mouvements comme Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso en sont l'illustration vivante. Ils exigent un changement de fond, pas seulement de forme. Refonder la démocratie ne signifie pas simplement organiser des élections à intervalles fixes. Il s'agit d'ancrer la souveraineté, d'assurer la justice, de garantir à chacun une égalité réelle des chances. Il faut rendre à chaque citoyen le pouvoir d'agir sur son destin au lieu de subir des décisions prises ailleurs. Concrètement, cela peut signifier la renégociation des contrats miniers pour garantir que les retombées profitent aux populations locales ou la réforme des systèmes éducatifs pour mieux répondre aux besoins du marché africain. Maintenir l'illusion d'une démocratie de façade, c'est préparer de nouvelles ruptures. Les visages changent, mais les causes du malaise restent, jusqu'à la prochaine crise. Ce serait condamner une génération à l'exil intérieur, à la colère ou à la violence. L'histoire récente du Soudan montre que l'attente déçue de réformes peut conduire à des explosions de colère populaire avec des conséquences tragiques. Choisir la responsabilité, au contraire, ouvre la porte à une renaissance. C'est reconnaître les échecs passés pour bâtir un modèle politique enraciné dans l'histoire et les valeurs africaines. Un modèle capable de rassembler, de restaurer la confiance et de fonder l'avenir sur la justice et la solidarité. Comme l'a montré le Botswana avec sa gestion locale des ressources diamantaires, il est possible de concilier souveraineté, transparence et développement. Le moment est venu de trancher, persister dans l'illusion ou choisir la responsabilité collective. Cela suppose un courage politique, mais aussi une mobilisation citoyenne durable. Mais concrètement, à quoi ressemblerait une démocratie vraiment enracinée dans le vécu africain? Et comment passer de la théorie à la réalité? Et si la démocratie n'était pas un costume prêt à porter, mais un habit tissé sur mesure par et pour nos sociétés? Imaginons une démocratie façonnée par nos choix, qui ne soit ni une copie ni un simple décor. Il ne s'agit plus de sauver les apparences, mais de repenser la substance même de notre pacte social. Redonnons tout son sens à la souveraineté, ce droit fondamental de décider, de dire oui ou non sans subir la volonté d'autrui. Vraie souveraineté, c'est pouvoir défendre nos ressources, choisir nos partenaires, établir nos règles. Pour y parvenir, il est indispensable de revoir les accords miniers, les contrats d'exportation, la politique monétaire. Le Rwanda, par exemple, a su imposer des conditions plus strictes à certains de ses partenaires pour protéger ses intérêts nationaux.
Mais la souveraineté n'a de valeur que si elle s'appuie sur des institutions solides et justes. Il est urgent de réformer pour garantir des juges réellement indépendants qui n'obéissent ni au pouvoir ni aux pressions étrangères. Il faut des parlements actifs qui débattent, contrôlent, proposent et servent l'intérêt général. Des médias libres et courageux sont essentiels pour que chaque citoyen puisse comprendre et juger. Le rôle de la presse d'investigation au Nigeria, qui a révélé de nombreux scandales de corruption, a prouvé combien une information indépendante peut transformer la vie publique. La sécurité doit devenir un droit partagé, non un privilège réservé à une élite. Cela passe par des forces de défense respectées, formées à protéger la population, non à réprimer la contestation légitime. La stabilité d'une nation n'existe que si chaque habitant se sent en sécurité dans sa rue, son village, son école. Les programmes de réconciliation communautaire au Rwanda ou en Sierra Leone après les guerres civiles montrent la voie pour restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. La jeunesse, colonne vertébrale démographique et source d'innovation, doit enfin accéder à la table des décisions. Offrons-lui de vraies perspectives, formation, emploi, place dans la vie politique. Impliquer les jeunes, ce n'est pas seulement entendre leurs revendications, c'est leur donner les clés de l'avenir commun. Les quotas pour les jeunes et les femmes, déjà appliqués dans certains pays comme le Rwanda ou le Sénégal, ont permis de renouveler la classe politique et d'inspirer de nouvelles politiques publiques. Au cœur de cette refondation, une exigence s'impose, faire primer la responsabilité et la transparence sur la simple conformité aux procédures. Il ne suffit plus de tenir des élections régulières ni de remplir des formulaires. Les dirigeants doivent rendre des comptes, expliquer leurs choix, répondre publiquement de leurs actes. De cette exigence naît la confiance et donc la légitimité. L'exemple du Botswana, qui publie chaque année les revenus tirés du diamant, montre que la transparence peut générer la confiance et l'adhésion populaire. Refuser ces changements, c'est condamner la démocratie à n'être qu'un théâtre vide, joué sans public ni conviction. Mais oser la réforme, c'est offrir au peuple une chance inédite de retrouver sa dignité, de reprendre enfin le contrôle. C'est permettre à chaque génération d'espérer, de bâtir, d'innover. Nul n'attend un bouleversement en une nuit. L'essentiel est de commencer, ici et maintenant, à aligner ambition, légitimité et souveraineté. C'est le seul chemin pour que la démocratie retrouve sa promesse et sa force partagée. Pour amorcer ce virage, il faut des actions concrètes. Organiser des états généraux de la démocratie, rassembler toutes les forces vives de la nation, lancer des audits citoyens sur l'utilisation des ressources publiques, instaurer un contrôle parlementaire renforcé sur les grands contrats internationaux. Mais cette transformation ne pourra aboutir sans une prise de conscience collective et des actes concrets. Il s'agit d'adopter une démarche participative où chaque citoyen est acteur du changement. Les conseils de village, les assemblées de quartier, les plateformes numériques participatives peuvent être mobilisées pour recueillir les idées, les doléances et construire ensemble un nouveau pacte social. L'Afrique n'a pas tourné le dos à la démocratie, mais elle refuse désormais l'imposture. Trop longtemps, on a proposé aux peuples africains une démocratie de façade, calquée sur des modèles venus d'ailleurs, vidée de sa substance. On a fait croire que voter suffirait, que suivre des processus conçus loin de nos réalités garantirait notre dignité. Pourtant, chaque élection sans souveraineté n'a été qu'une répétition creuse, laissant nos ressources et nos destins aux mains d'intérêts extérieurs. À chaque coup d'État, certains s'empressent d'annoncer l'échec africain, de prétendre que nos peuples seraient incapables de choisir et de se gouverner. Mais la question n'est pas notre capacité, c'est la sincérité du système qui nous a été imposé. Une démocratie sans pouvoir réel n'est qu'un théâtre d'ombre, où les décisions qui comptent se prennent ailleurs. Regardons la réalité sans phare. Accepter l'imposture, c'est accepter l'effacement de nos voix. C'est laisser d'autres écrire notre histoire, négocier notre avenir dans des salons où nous ne sommes jamais invités. Se résigner, c'est voir nos enfants partir, nos richesses s'évaporer, notre parole étouffée sous le poids de promesses jamais tenues. Refuser cette mascarade, c'est choisir d'être acteur, pas spectateur de notre destin. Ce choix nous appartient. Il n'est pas question de rejeter la démocratie, mais de la réinventer à partir de nos propres héritages, de nos besoins réels, de nos rêves. Bien avant les modèles importés, nos sociétés savaient concilier participation, consultation et décision collective. Redonner sens à la démocratie, c'est renouer avec cette tradition de responsabilité et d'exigence. Les chefferies traditionnelles, les assemblées de village, les palabres sous l'arbre à palabres sont autant de formes anciennes de démocratie participative qui peuvent inspirer la refondation moderne. Il n'y a pas de fatalité à la dépendance.
Il n'y a pas d'inéluctabilité à la frustration ou à la fuite. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est la possibilité pour chaque Africain de peser, de parler, de décider, de refuser que la compte stabilité serve d'excuse à la confiscation de nos richesses et à la négation de notre souveraineté, de réclamer non pas simplement des élections, mais la maîtrise véritable de notre avenir. Le choix est simple mais radical. Accepter la résignation et laisser d'autres définir notre route, ou s'engager chacun à sa place pour une démocratie incarnée par le peuple, pour le peuple selon des principes forgés ici. Abandonner la lutte, c'est céder notre pouvoir. S'engager, c'est devenir architecte d'une histoire nouvelle, fondée sur la dignité et le courage de dire non à l'imposture. L'heure n'est plus aux illusions, ni à l'attente passive. Elle est à la reconquête du sens et du pouvoir. C'est à nous, à vous, à chaque citoyen, de choisir l'avenir que nous voulons écrire. L'histoire n'est jamais tracée d'avance. Elle attend ses auteurs, ses bâtisseurs. C'est à nous de faire en sorte que la démocratie ne soit plus un mot creux, mais une réalité vivante, façonnée à notre image, pour les générations présentes.